Alors, bonjour tout le monde. Tout va bien? Il fait pas trop chaud? Bon, alors on est très heureux et heureuse d'accueillir Claire Lomé, ici présente. Donc Claire est enseignante en mathématiques au collège en Normandie, mais pas que. Vous êtes aussi formatrice. Claire Lomé est la créatrice du blog Pierre Carré, qui permet aussi déjà, à travers des articles, de découvrir les mathématiques autrement. Et puis l'autrice de ce magnifique livre qu'on va voir. Donc vous reprendrez bien un peu de maths, et c'est aussi un voyage pour découvrir les maths dans la vie de tous les jours et pour poser un autre regard sur les mathématiques et apprendre à les apprécier. Claire, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois... Voilà, super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui devant vous. Ce n'est pas un exercice auquel je suis très habituée de présenter des conférences comme ça à l'extérieur de mon collège. Parce que voilà, moi je suis prof de maths, j'ai plein d'élèves et c'est ça mon métier. Alors, je vais effectivement vous parler de où se cachent les mathématiques et je vais vous parler de comme elles sont belles. Il y en a partout. En tout cas, moi, j'en vois partout. Et c'est assez communicatif parce que autour de moi, mes proches commencent aussi à avoir des maths un petit peu partout quand même. Alors, on va voir si vous partagez ça avec moi. Alors, d'abord, pour vous, faire des maths, c'est quoi? C'est faire du calcul. Ouais, c'est la première réponse qu'on me donne, effectivement. Hein. C'est vrai qu'à l'école, on fait beaucoup de calculs. C'est comme ça qu'on rentre dans les maths, d'ailleurs. Vous avez commencé par apprendre à compter. Et c'est quoi d'autre? Ouais. La géométrie, ok. C'est tout? Les fractions. On est dans les nombres. Quoi donc? Il n'y a rien d'autre qui vous vient? Ouais. Pardon? Les divisions, ok. Les nombres relatifs, d'accord, c'est bien. Vous me récitez bien vos programmes à l'école, hein. C'est bien. Alors en fait, à l'école, faire des maths, vous voyez, d'abord, effectivement, c'est calculer. C'est ce que vous m'avez dit en premier. C'est ce qu'on apprend quand on est petit. Et puis quand on est plus grand aussi, d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup, beaucoup chercher. Chercher en maths, c'est super important. Et là, d'ailleurs, j'ai animé plein d'ateliers depuis ce matin auprès d'élèves de 6 ans à 13 ans. Et évidemment, on n'a pas fait la même chose avec les uns et les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je leur ai proposé des choses qui leur résistent. Si quand on vous propose quelque chose dans un atelier, vous savez tout de suite le faire, a priori, c'est que c'était pas trop la peine de vous le proposer puisque vous saviez déjà le faire. Moi, je suis là pour apprendre des choses. Et en maths, on cherche beaucoup. On cherche beaucoup plus qu'on ne trouve. D'ailleurs, quand on est chercheur, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais quand on est chercheur, on n'est pas trouveur. Alors évidemment, quand on fait de la recherche, on espère qu'on va trouver des choses. Hein. Mais c'est pas gagné. Donc chercher, c'est une activité fondamentale en maths et qui ne doit pas vous faire peur. C'est normal aussi de ne pas trouver. Parfois, d'ailleurs, il n'y a rien à trouver. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas. Ensuite, c'est représenter. Vous m'avez parlé de fractions. Vous m'avez parlé, j'ai entendu les décimaux, les relatifs. Alors représenter, c'est pas seulement faire des figures de géométrie, justement. C'est aussi représenter des nombres. Par exemple, 0,5, c'est un nombre. Mais il peut se représenter de plein de façons. Il peut se représenter comment? 0,5. Ouais. Un demi. Il y a plein d'autres façons. Il y a quoi d'autre comme façon? Il n'y a que 0,5 et un demi. Ça peut être 50%, ça peut être 4/8. Il y a plein de façons, effectivement, de le représenter. Puis on peut le représenter par des dessins aussi. Ensuite, faire des maths à l'école, c'est raisonner. Voilà. Comme dans toutes les disciplines d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que les maths qui font raisonner. Mais on vous dit souvent... Prenez bien votre temps, expliquez ce que vous faites, expliquez pourquoi vous avez ça. Donc ça aussi, c'est ce qu'on fait. Modéliser, alors ça, c'est un truc que vous aimez pas du tout, vous qui êtes à l'école. C'est apprendre ses leçons. Alors en fait, c'est pas apprendre ses leçons, modéliser. Mais il faut les avoir apprises pour pouvoir modéliser, parce que modéliser, c'est savoir à quel modèle on va se référer. Et un modèle, c'est une notion mathématique. Par exemple, vous allez voir un problème, vous allez vous dire « Ouh, ça, c'est une question de probabilité ». Bon, là, vous modélisez, parce que vous savez de quoi ça parle, en fait. Et puis enfin, à l'école, faire des maths, c'est communiquer. Alors ça aussi, souvent, vous n'aimez pas trop
On vous dit qu'il faut rédiger, qu'il faut expliquer, puis vous nous dites « Mais pourquoi vous voulez que j'explique? J'ai le résultat. Ça vous suffit pas ?» Eh ben non, ça nous suffit pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir ce que vous avez dans votre tête. C'est comment vous le faites. La solution du problème, on la connaît, nous. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous raisonnez. Et ça, c'est merveilleux pour un prof. De comprendre comment vous raisonnez, ben, c'est vraiment super, parce qu'il n'y en a pas un parmi vous qui raisonne pareil. Alors ça, c'est les maths à l'école. Mais pour moi, faire des maths, ce serait plutôt ça. Pour moi, faire des maths, c'est pas trop aligner des petits points avec des mots derrière, tout bien rangé comme il faut. Alors c'est aussi ça, parce que c'est ça que je dois faire comme prof, hein, mais pour moi, faire des maths, eh ben, ça va être me demander si ce tableau de Kandinsky, c'est un triangle rectangle ou pas. Et puis, pourquoi il a fait ces choix-là, Kandinsky? Pourquoi il a tracé un disque? Pourquoi il a tous ces triangles? Tiens, il y a des configurations de Thalès, et puis je pourrais faire de la trigonométrie. Puis voilà, moi, ça me lance dans des tas de trucs. Alors, pour moi, les maths, je les vois beaucoup, beaucoup dans ce qui se mange. Bon, c'est sans doute parce que c'est important pour moi de manger et que je suis un peu gourmande, donc du coup, ça m'intéresse. Donc, je fais beaucoup de gâteaux avec de la géométrie dedans. Alors, pas des comme ça, parce que ça, c'est au Sri Lanka et c'est une pâtissière complètement artiste qui fait ça, mais c'est magnifique. Ça peut aussi être, comme ici, se demander si c'est plus intéressant de manger une pizza ronde ou une pizza carrée selon qu'on aime la croûte ou qu'on n'aime pas la croûte. Alors là, il y a des calculs de périmètre et d'air avec des pis dedans parce qu'il y a des cercles et des disques et tout ça. Donc dans les pizzas, moi, je vois aussi des maths. C'est se demander ce que c'est qu'un cœur comme forme géométrique. C'est bizarre le cœur parce que on peut toujours faire des cœurs tous différents. Vous allez tous dire que c'est des cœurs, pourtant ils se ressemblent pas des masses quand même. Alors qu'est-ce qui fait que c'est des cœurs? C'est quoi les propriétés des cœurs? Un rectangle, je sais, il a 3 angles droits. Un quadrilatère a 3 angles droits, du coup forcément un 4. Mais un cœur, c'est quoi? Bah ça dépend, hein. Regarde le deuxième, il est pas symétrique. Hein. C'est aussi s'interroger sur les flocons de neige, comment ils sont faits. Il y a un bouquin là-dessus d'Étienne Gis qui est super, sur les flocons de neige, qui est magnifique. C'est voir des fractales, il y a un atelier fractal sur le salon. J'ai vu un atelier qui s'appelle « Dessine-moi des fractales ». Par exemple, sur les choux romanesco, c'est un peu comme les choux-fleurs, mais sauf que c'est vert. Et si vous vous approchez au microscope d'un bouquet de choux romanesco, vous avez l'impression à nouveau de voir un chou romanesco. Puis si vous approchez encore, c'est toujours pareil. C'est ça une fractale, c'est une forme qui se répète comme ça à l'infini. Donc ce serait plutôt ça pour moi les maths. Alors du coup, comme je vois des maths partout, bah, j'ai écrit un livre. Enfin, c'est pas parce que je vois des maths partout que j'ai écrit un livre, mais c'est sans doute parce que je vois des maths partout qu'on m'a demandé d'écrire un livre qui s'appelle « Vous reprendrez bien un peu de maths ?» J'espère que oui, quand même. Alors, je me suis bien amusée pour écrire ce livre. D'ailleurs, à la fin, il y a la librairie qui en vendra à l'extérieur et je pourrais vous faire un petit dessin dessus si jamais vous en achetez un. Je me suis bien amusée parce que j'ai raconté, en fait, partout, je vois des maths. Ça m'a défoulée, hein, parce que j'en vois tellement partout que ça fait du bien de le sortir quand même. Alors, je ne vais pas vous parler d'extraits de mon livre, parce que ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, mais restez sur la même idée. Je vais décliner 3 thèmes en fait. D'abord, je vais vous parler de géométrie, puis je vous parlerai aussi de nombre et calcul, et puis de grandeur et mesure. C'est les 3 thèmes que vous voyez à l'école. Alors, quand il a fallu que je prépare cette conférence, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Et ce jour-là, je préparais mon voyage en fait pour venir ici, parce que même si je viens pas de très loin, il fallait quand même s'organiser. Et puis j'ai commencé, comme c'est le printemps, par croiser une fleur. C'est une clématite dans mon jardin. Par me dire, ben voilà, tiens, j'en ai là des maths. Alors pourquoi est-ce que j'en ai là-dedans des maths? Qu'est-ce que vous voyez de mathématiques dans cette fleur? Est-ce que vous voyez quelque chose de mathématique dans cette fleur ou est-ce que vous voyez qu'une fleur? Vous voyez un cercle? Ouais, c'est vrai, elle est inscrite dans un cercle. Et encore, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette fleur? Ah bah vous n'êtes pas très inspiré. Hein. Vous voyez pas assez des mathématiques partout, vous hein? Ouais. Et ouais, il y a des actes de symétrie, ok, très bien. Effectivement, vous aimez bien la symétrie en général. Et alors, si on traçait un polygone, si on mettait cette fleur dans un polygone, ce serait quoi? Alors, par exemple, j'ai pris GeoGebra. Vous utilisez GeoGebra des fois? Voilà, bah moi aussi, forcément, hein, ça nous fait un point commun. Et puis j'ai regardé, alors... J'ai un peu triché parce que
même si je vois des maths dans la réalité pour autant n'est pas uniquement mathématique, elle est beaucoup plus compliquée, puis encore heureux d'ailleurs. Et vous voyez que, par exemple, le point C, il n'est pas tout à fait au bout d'un pétale, le point H non plus. Mais enfin, quand même, on voit bien une forme se décrire. Et là, sur GeoGebra, j'ai utilisé polygone régulier. Vous savez ce que c'est un polygone régulier? Il est comment, un polygone régulier? Ça veut dire quoi, régulier, pour un polygone? Ouais, vous tenez à vos symétries, hein. Ça veut dire qu'il a tous ses côtés égaux et ses angles aussi. Ses angles au sommet. Alors, on pourrait se demander justement si on ne peut pas, à partir d'une fleur comme ça, tracer une fleur. Alors je me suis dit, on pourrait justement essayer de tracer une fleur qui serait vraiment mathématique. On l'appelle. Alors j'ai imaginé qu'on pourrait l'appeler l'Exonata regularia. Ça pète un peu comme nom, j'aime bien. Seulement, j'ai vraiment oublié. Vous allez voir, j'ai oublié plein de matériel chez moi en plus. J'ai oublié mon compas de tableau. Vous savez, cet engin horrible qu'on colle au tableau et avec lequel on essaie de faire un cercle et ça marche jamais. Et en plus, après, on n'arrive pas à le décoller du tableau. Bon, je l'ai oublié chez moi. Donc, du coup, il faut que je trouve un autre moyen. Alors, j'ai pris une ficelle. Voilà. C'est pratique, les ficelles, ça sert à tout. En particulier, par exemple, à tracer des cercles. Parce qu'un cercle, c'est pas un rond. Hein. Ça, rond, c'est pas mathématique du tout. Un cercle, c'est un ensemble de points qui est à la même distance d'un point fixe, qui s'appelle le centre du cercle. C'est ça, un cercle. Alors, effectivement, du coup, ça a une forme ronde. Ça, c'est sûr. Alors, on pourrait essayer, justement, de tracer une fleur mathématique. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait tracer un hexagone régulier? Est-ce que vous avez appris ça? À tracer un hexagone régulier? C'est super simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait venir sur ce paperboard avec mon aide, hein, je ne vais pas le laisser tomber, hein. Tracer un hexagone régulier. Vous pouvez venir à deux si vous voulez, si ça vous semble trop compliqué de venir tout seul. C'est pas bien de forcer sa camarade. Ouais, viens. Ouais, si tu veux. On est toujours mieux à deux. Déjà, à plusieurs, on est toujours plus intelligent. Tiens, je te donne le feutre. Tu vois, le paperboard, il est là. Alors, je voudrais que vous me traciez un point à peu près au centre du paperboard. Ça va être le centre de notre cercle. Et si on se loupe, c'est pas grave. Hein, parce que c'est pareil, se tromper, c'est naturel. Et on n'arrête pas de faire ça en maths aussi. Et en se trompant, on apprend des choses. Plus bas, voilà, plus au centre. Voilà, très bien. Fais-moi une croix. On va faire une croix parce qu'un point, pour moi, c'est plus défini par une croix. Pif, pif, comme ça. Ok. Alors maintenant, vous allez faire un truc un peu technique, les gars. Ça va être bien que vous soyez deux. Il y en a un, il va tenir la ficelle sur le centre, et l'autre, il va essayer de tracer à peu près un cercle. C'est pas évident. L'avantage du compas, c'est assez pénible les compas, mais c'est quand même bien pratique. Vous savez, quand vous vissez votre crayon, vous le vissez justement. Pourquoi vous le vissez? Pour qu'il fasse pas ça. Et ça, la ficelle, elle permet pas ça. Oh, c'est pas si mal, écoute. Voilà, très bien. Hop, alors, on va se souvenir que là, c'est le centre. Attends, parce qu'on va encore en avoir besoin. Voilà, là, je t'ai mis le rayon. Alors, maintenant, on va faire un point sur sur le cercle, n'importe où. Ok. Et vous allez reporter le rayon. Donc là, votre camarade, en tout cas ce jeune homme, il a tenu la ficelle à partir de là. Donc ce que je vous demande, c'est de reporter cette longueur-là tout du long du cercle. C'est-à-dire de faire ça. Tac, tac, etc. D'accord ? En tendant la ficelle. Bon, alors là, on va sûrement pas obtenir exactement ce qu'on veut parce que j'ai oublié mon compas, quoi. C'est ma faute, c'est pas la faute des deux courageux qui sont là. Non, à partir de là. Là, toi, ton centre, tu le mets là. Voilà, tu tends ta ficelle, voilà, puis là, tu tends là, jusque là. Et là, voilà, c'est ça. Tu fais un petit point, ok, et maintenant, toi, tu vas venir là, et tu vas continuer. Et on va faire tout le tour du cercle comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, tu mets ton pouce là. Voilà. Bon, là, ils font de la géométrie. Alors, ça s'explique, hein, cette construction, évidemment.
Je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais ça s'explique. Très bien. Alors là, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, on a tracé un très beau pentagone, alors que ça devait être un hexagone, mais c'est pas grave. Donc je veux bien maintenant que vous reliez... Alors attends, hop. On va faire comme ça. Et on va relier. Wow. Voilà. Et bien ça, en fait, c'est notre schéma... Je veux bien mon diapo, merci. C'est notre schéma, là. Tu peux juste te pousser, Clivois ? Et si on veut compléter notre hexagona regulata, on n'a plus qu'à dessiner des pétales. T'es un grand dessinateur de pétales, toi ? Non. Bon, c'est pas grave, moi non plus. Toi, tu peux faire des pétales ? Bah vas-y. Alors, je veux 6 pétales. Ah, mais je les voudrais là. Non, là, passe. Tu vois, ça, c'est le cœur de ta fleur. Voilà, super. C'est pas grave qu'il soit tombé, on n'a plus besoin du fil. Tiens, je vais te le prendre si tu veux. Merci. Puf. Ah, j'avais une règle pour vous aider à tracer, mais pas oublié. Voilà. Pas grave. Vous avez fait une merveilleuse exonata, pas régulata du tout, mais c'est très bien. Merci beaucoup les gars, vous allez à votre place. Et ils sont courageux, hein, ils n'ont pas peur de se tromper, c'est bien. Alors, après être sortie de mon jardin, je me suis dit, bon bah il faut que j'aille à Paris. Et pour ça, j'ai jusqu'à 4h15, c'est ça ? Vous savez pas ? Ok. Donc après, je me suis dit, bon bah il va falloir prendre le train quand même. Et moi, j'habite à Maromme, en Normandie. Et donc, il fallait que voilà, je prenne le train. J'ai regardé un peu le site de la SNCF, quoi. Et alors là, c'est pas dur de voir des matins. Voilà. Alors là, j'aurais été en classe avec mes élèves. J'avais de quoi leur faire 36 problèmes si ça me chantait. D'abord, il y a seconde classe. Donc là, c'est intéressant pour moi parce que c'est des nombres, mais c'est des nombres qu'on met dans l'ordre. Second, ça veut pas juste dire 2. C'est un 2 qui vient après le 1, c'est dans l'ordre. C'est comme quand vous faites une course. Alors que par contre, quand je vois 12,90 €, bon bah là c'est différent. C'est un nombre qui désigne pas un ordre. On appelle ça l'ordinal et le cardinal. 12,90 €, ça m'intéresse d'ailleurs parce que quand je vous dis pas 12,90 €. Ça vous semblerait un peu bizarre que je vous dise ça. J'ai dû payer 12,90 €. Et c'est très compliqué ça. Quand vous étiez petit, quand vous étiez au CP, vous connaissiez pas les nombres décimaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous les avez appris, mais c'était en CM1. Donc CP, CE1, CE2, vous ne connaissiez pas les décimaux. Pourtant, vous parliez déjà de prix avec des tas de virgules dedans. Bah, ça aussi, c'est compliqué. Normalement, ça a dû être compliqué pour vous. Et puis après, j'ai regardé aussi là. Alors là, déjà, il y a un nombre, un grand nombre, ce qu'on appelle un grand nombre. En principe, pour le lire, vous devez être obligé de vous concentrer un petit peu. Au départ, vous devez vous dire, ça va être 8000 quelque chose. Ah bah non, 80 000, 85 000, 850 000. Voilà, 850 618, c'est pas si évident à lire. Et puis il y a les problèmes de durée. Combien de temps mon voyage a-t-il duré ? Je suis partie de chez moi à 15h33 hier et je suis arrivée à 17h23 à la gare. Ça fait combien de temps ça ? Combien ? 1h50, très bien. Comment tu fais ? T'as fait comment ? Laissez-le parler. Non, ça va, mais... Ah, bah, si je t'entends mieux, moi. Alors, t'as fait comment ? T'es allé vite, quand même. Bah, j'ai fait... Comment ça... Ok, vas-y. Ah, t'as fait une soustraction, d'accord. Tout le monde fait une soustraction dans sa tête pour trouver ça ? Non ? Vous avez fait comment, vous ? Une addition comment ? À trous ? En fait, c'est une forme de soustraction, et vous avez raison. Ok. Et donc, vous vous êtes dit, pour aller de 15h33 à 17h23, il faut déjà que je mette 1 heure. Puis après, je ne mets pas tout à fait à 1 heure. Alors, il y a des élèves aussi qui font ça, ils disent, en fait, si je mettais... C'est pratique d'avoir 33 et 23. Ça, c'est cool, ça. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est vraiment la SNCF qui m'a dit ça. Donc, si je vais de 15h33... et que j'ajoute 2 heures, je me retrouve à 17h33. Donc 17h23, je suis 10 minutes avant. Bon, bah du coup, ça me fait 1h50.
sachant que c'est compliqué les unités de temps. C'est pas pratique du tout. Hein. C'est pas pratique parce qu'on n'est pas en base 10, on n'est pas en base 100, on est dans une base 60. Et cette base, elle est bien compliquée. Alors justement, d'où ça vient ? Vous voyez, moi, un billet de train, pouf, ça y est, je suis partie, quoi. Je suis partie dans l'histoire des mathématiques, qui est en fait juste l'histoire de l'humanité. Alors les Babyloniens, il y a très longtemps, ils comptaient en base 60. Ils comptaient en base 60, ils avaient plein de choses rigolotes d'ailleurs dans leur façon de compter. Par exemple, pendant une époque, ils comptaient sur leurs doigts mais avec leurs phalanges. Les phalanges, hein, c'est les morceaux qui bougent de nos doigts. Et donc, ils comptaient en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ils comptaient comme ça. Ils faisaient des paquets de 12 quand ils en avaient besoin. Et ça donne des calculs d'ailleurs très 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 rapides quand on maîtrise bien ça. Et ils comptaient aussi sur leurs doigts, mais pas comme nous. Là, moi, je peux compter jusqu'à 5 a priori. En fait, je peux compter jusqu'à 12. Puisque mon pouce, en fait, il désigne les autres phalanges. Et comme j'ai 3 phalanges par doigt, et qu'il m'en reste 4 sur lesquelles compter, 4 x 3, ça me fait 12. Donc 1, 2, 3, etc. Alors, 12, c'était important pour eux. Bah, y a les 12 heures de jour, il y a les 12 heures de nuit. Ils avaient déjà les 12 mois dans l'année, ce qui n'était pas une obligation. Hein. On aurait pu en avoir un autre nombre. Il y avait plein d'autres façons de faire. Et puis, du coup, le nombre 60 a pris beaucoup d'importance pour eux. Vous savez ce que c'est le lien entre 60 et 12 ? Fois quoi ? 5, très bien, ouais. 60, c'est 12 fois 5. Et alors, ils comptaient en base 60. Alors, ce qui est hyper balèze avec les Mésopotamiens, les Mésopotamiens et les Babyloniens, là, dans mon langage, c'est la même chose, c'est qu'ils n'avaient que 2 chiffres. Nous, on en a 10, des chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça en fait 10 parce que le 0, il m'utilise un doigt déjà, donc ça en fait 10. Et les Babyloniens n'avaient que 2 chiffres pour écrire tous les nombres. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de la numération égyptienne, par exemple, où il y avait, je crois, 7 chiffres, ou de la numération romaine, vous devez la connaître, avec les X, les V, les I, tout ça. Bon, les Mésopotamiens, il n'y en avait que 2. Alors, ce chiffre-là, le clou, c'est pour 1. Et ce chiffre-là, le chevron, c'est pour 10. Donc, comme quoi, ils avaient quand même une espèce de base 10 derrière. Et là, à côté, vous avez une tablette d'argile qui se trouve au Louvre et dans laquelle, justement, il y a une... C'est un peu un équivalent d'un ticket de caisse, quoi. Alors là, par exemple, c'est combien qui est représenté ? C'est quel nombre ? Ouais ? Vas-y, compte. 47, tout à fait. 47, parce que 10 et encore 10 et encore 10 et encore 10, 40. Et puis ici, j'ai 3 unités et 4 unités, donc j'ai 47. Alors on se dit, c'est sympa comme système. Il n'y a que 2 chiffres, ok. Par contre, quand il va s'agir de décrire ne serait-ce que 723, ça va être un peu long. Mais non. Alors ça peut quand même être un peu long de temps en temps, mais en fait, c'est pas si long, parce que là, ils ont un système, les Mésopotamiens, qui est assez astucieux, qui fait que... Là, en fait, je regarde mon anti-sèche pour savoir c'est quel nombre. Ok. Qui fait qu'ils pouvaient représenter des nombres de façon plus courte, mais alors il fallait être drôlement bon calculateur. Ce qui fait que en Mésopotamie, c'est pas tout le monde qui pouvait calculer. Pas à l'écrit, en tout cas. Ici, on pourrait se dire, c'est 15. Mais c'est pas 15. C'est quoi ? Alors non. Mais ouais, c'est une bonne idée. En fait, vous voyez l'espace ? Il y a un espace là. Donc en fait, il y a d'abord 12, un espace, et 3. Alors, là, c'est le moment de vous accrocher 2 minutes. C'est pas tout à fait évident. Les Mésopotamiens, nous, on fait des paquets de 10. Hein. Donc on a les unités, les dizaines, les centaines. Eux, ils avaient les unités, les soixantaines, les 3600, parce que 60 x 60, ça fait 3600, etc. Donc, ça veut dire que là, il y a 3 unités. Ok. Mon nombre va finir d'ailleurs avec le chiffre des unités 3. Mais le 12, c'est pas 12 paquets de 10. Parce que j'ai beaucoup entendu là parmi vous 123, ce qui est astucieux, mais 123, vous vous laissez en fait, et c'est normal, influencer par le système de numération que vous connaissez. En fait, c'est 12 paquets de 60. Bravo. Mais non, mais c'est bien, t'as raison d'être contente de toi. Plus 3 unités. Et 12 fois 60, ça fait 720. Donc ce nombre, c'est 723.
Alors évidemment, c'est compliqué parce que ça veut dire que si je vous demande d'écrire, je sais pas moi, 4638, il va falloir que vous réfléchissiez, il y a combien de paquets de 3600, il y a combien de paquets de 60, et puis qu'est-ce qui reste après? C'est très compliqué. On est obligé d'être un super calculateur quand même pour faire quelque chose comme ça. Et puis en plus, il manque quelque chose dans leur système. Vous avez une idée de ce qui manque? Pardon? Qu'est-ce qui manque dans ce système? Ils ont 2 chiffres, super, l'unité et la dizaine. Le 0, bah ouais, carrément, il manque le 0. Alors, il manque le 0 parce que, imaginons que sur mon paperboard, là, je veuille écrire 1. Je fais quoi pour écrire 1? Ouais, mais en mésopotamien, sinon je sais que je fais un 1. Je fais un clou, ok. Hop. Voilà, j'ai fait un clou. Bon, alors, ça, c'est peut-être 1, effectivement. Mais comment je fais si je veux écrire 60? On a dit, compte les paquets de 60. Des chevrons? Alors, c'est une bonne idée, mais non, parce que ils font des paquets de 60. Ça veut dire que il va y avoir un espace avec le nombre de paquets de 60 et un espace avec le nombre d'unités. Mais dans 60, il y a combien de paquets de 60? Un paquet de 60. Donc, je mets un paquet de 60. Ok. Et il reste quoi? Bah rien. Ok. Donc, je mets juste ça. Autrement dit, quand j'écris ça, peut-être c'est 1, mais peut-être c'est 60. Puisque j'ai pas de 0. Je peux pas représenter où, justement, se trouve mon chiffre dans le rang du nombre. Et alors là, ça devient compliqué, parce que si je vous dois 1 euro ou si je vous dois 60 euros, vous allez bien comprendre que c'est pas la même chose, quand même. Donc, ça pose un problème pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comme dans plein d'autres systèmes de numération qui n'ont pas de 0. Oui. Alors, les nombres décimaux, ils ont été... En fait, il y a eu des variations, mais les nombres décimaux en eux-mêmes, ils n'existaient pas à ce moment-là. Le nombre décimal, sous sa forme décimale, est apparu vers la fin des années 1500. Avec, en Belgique, par exemple, Stévin, qui était comptable, qui n'était pas matheux, mais qui gagnait plus d'argent s'il allait vite dans ses calculs, alors ça l'a motivé. Et il a trouvé justement comment représenter les décimaux. Jusque-là, en fait, on a travaillé avec les fractions. Ce qui rend d'ailleurs la lecture de différents manuscrits ardue, parce que c'est écrit en langage vraiment rédigé. Donc faire des calculs écrits en toutes lettres. Je suis sûre que si je vous disais, allez hop, on va faire une dictée de nombres et vous allez me les écrire en lettres, vous me diriez tous non, non, non. Bon bah là c'est pareil, c'était compliqué. Puis les fractions, vous savez bien que c'est pas non plus ce qui est le plus simple, donc les nombres décimaux ont attendu. Donc il manque à ce moment-là le 0 pour pouvoir bien se débrouiller, mais le 0 en tant que nombre. Parce qu'il y a déjà une civilisation à ce moment, enfin non pas à ce moment-là, il y a une civilisation qui plus tard a inventé en fait son 0, ce sont les Mayas. Les Mayas, ils ont inventé un 0, mais c'était pas un vrai 0, c'était pas un 0 avec lequel on fait des calculs. Ils ont inventé un signe qui montrait que voilà, il n'y avait rien à cet endroit-là, mais un vrai 0, c'est un 0 avec lequel on fait des calculs. Et alors on dit souvent que c'est Brahmagupta, un savant indien, qui a inventé le 0. En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est un travail collectif, et c'est pas juste Brahmagupta qui un beau jour s'est dit tiens, hop, il y a le 0. Mais il a écrit un livre dont le nom est écrit ici, en deuxième ligne, qui expose justement le 0 en tant que nombre. En fait, c'est longtemps, en tout cas, ça a été le premier livre qu'on avait qui expliquait que 0, c'est le résultat de 3 moins 3, par exemple. Alors Brahmagupta, il s'est laissé un petit peu emballer. Pendant qu'il a divisé par 0. Ça, en principe, quand vous le faites à l'école, votre prof tombe dans les pommes, parce que c'est pas possible, enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, il a fallu attendre Brahmagupta. Et on raconte souvent, avant que je passe à la suite, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une jolie histoire, alors je vais vous la raconter quand même, que Brahmagupta cherchait justement comment écrire les nombres d'une façon simple. Et quand il écrivait, hop, je reprends mon feutre, par exemple, tant qu'il n'y avait pas de 0. Si j'écris ça, j'ai peut-être écrit 24, mais j'ai peut-être écrit 204, ou peut-être même, comme j'ai pas assez laissé mes espaces, j'ai peut-être écrit 2004. C'est difficile, je ne sais pas en fait combien il y a d'espace entre deux. Et la légende dit que Brahmagupta se serait dit, en fait, il faudrait montrer qu'il n'y a rien. Et sur un texte à l'école, là, quand vous voulez vraiment vous souvenir de quelque chose, vous montrer que quelque chose est important, bon, souvent en fait vous sortez votre stabilo, mais une autre façon de faire, c'est de l'entourer. Et ben Brahmagupta, il se dit, ah ben là, il faut que je montre qu'il n'y a rien, je vais l'entourer. Et bim, c'est un 0.
Donc cette histoire, en fait, elle dit que en entourant le vide, mais certainement pas le rien, un zéro, c'est pas rien. Et ben Brahmagupta, il a créé le symbole zéro. J'ai aucune idée si c'est vrai, mais c'est drôlement joli comme histoire. Alors à partir de Brahmagupta, tout devient possible, parce que en même temps que le zéro arrive, il y a autre chose dont vous m'avez parlé tout à l'heure qui arrive. De créer le zéro, ça permet la création de quoi d'autre ? Alors oui, de marquer les centaines, etc. T'as raison, mais avant on pouvait déjà évoquer des centaines. Les nombres relatifs, il y en a qui m'ont parlé des nombres relatifs. C'est quoi un nombre relatif ? C'est un nombre, alors positif ou négatif, voilà. Ouais. Donc ça permet ça aussi, tant qu'il n'y a pas de zéro. Bah il n'y a rien avant le zéro. Là ça permet plein de choses, ça révolutionne. Les inventions les plus frappantes, c'est souvent les plus simples. En tout cas, elles nous paraissent simples à nous. En fait, elles ne le sont pas. Parce que sinon, on aurait eu l'idée bien avant. C'est comme le nombre décimal. Quand Stévin et d'autres réussissent à trouver des écritures de nombres décimaux, ça paraît simple, mais c'est parce que c'est simple que c'est génial. Alors, pour finir, voilà, je suis arrivée dans un hall qui doit être familier à certains ici. Et j'ai regardé au plafond. Et ça m'a rappelé un problème que je donne à mes élèves. Il est constitué de quoi je ne sais même pas si c'est vraiment un lustre ou si c'est un truc accroché au plafond. Il est constitué de quoi ? De quelle forme ? Oui ? Des cercles ? Des cylindres, voilà. Alors, dans un cylindre, il y a des cercles, hein, on est d'accord. Mais le cercle, c'est plan, c'est en 2 dimensions. Le cylindre, c'est en 3 dimensions. Donc, il est constitué de cylindres. Et alors là, ça m'a rappelé ce problème que je fais bientôt d'ailleurs. Après le salon, je vais le faire en classe de 4e, mais je le fais aussi en 6e, en 5e parfois. Je voulais vous amener des tasses. J'ai des tasses chez moi qui sont super. Une grande tasse avec marqué dessus « J'aime pas le matin », qui appartient à mon plus jeune fils, et c'est vrai qu'il aime pas le matin. Et une tasse toute petite, qui est une tasse Milka, une tasse du chocolat Milka, qui est toute petite. Et ces 2 tasses, elles ont une propriété épatante, pour moi, parce que vous allez vous dire que c'est pas tellement épatant, c'est que l'une des 2 est 2 fois plus grande que l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un matheux ? Donc, comme j'avais oublié mes tasses à la maison, hier, j'ai couru au Franprix pour acheter du fromage blanc et des yaourts, et j'ai mangé ça le soir. Bon, comme quoi, vous voyez, on donne de soi quand même. Et j'ai réussi à trouver, après une longue recherche dans le rayon frais, un pot de fromage blanc qui est à peu près cylindrique. Bon, faut pas trop chipoter parce qu'en fait c'est plutôt un tronc de cône, mais enfin admettons. Et des petits Nesquik, j'ai mangé ça hier, moi je trouve ça pas bon. Mais bon. Ou quand on les empile, si j'en mets 2, ça fait pile poil 2 fois la hauteur. D'accord ? Mais ça suffit pas pour que ça soit 2 fois ça. Si jamais je regarde le diamètre, hop, voilà. Si je les mets comme ça, là aussi, ça fait 2 fois enfin, 2 fois le diamètre, en fait. Et ma question, que je vous pose là tout de suite, et que je pose à mes élèves en classe, c'est à votre avis, puisque ça, c'est 2 fois ça, donc vous avez vu pourquoi c'est 2 fois ça, hein, je vous ai expliqué. À votre avis, si j'avais de l'eau sous la main, alors j'en ai, mais je vais la boire, donc je vais pas la mettre là-dedans, il faudrait que je remplisse combien de fois mon petit Nesquik pour remplir ça complètement ? Pile poil, hein. À votre avis, il en faudrait combien ? Toi, tu dis quoi ? 5 fois, tu m'as dit ? 4 fois, ok. Donc visiblement, il y en a d'autres qui partagent ça. Vous aussi, c'est 4, les gars ? 4 fois, 5 fois ? Ouais. 8 fois ? Ok. Et toi ? 8 ? Non ? Ok. Eh bien, je vous félicite parce que en classe, c'est rare que j'ai la bonne solution. La majorité des gens me répondent 4, effectivement. Alors pourquoi 4 ? Parce que vous vous dites, en fait j'en mets 2 comme ça, puis j'en mets 2 comme ça, 2 fois 2, 4. Sauf que si vous faites ça, vous réfléchissez pas en termes de volume, vous réfléchissez en termes d'air. Mais là c'est un volume. Un volume c'est en combien de dimensions ? Ah bah 4 c'est peut-être beaucoup. 3, oui, c'est en 3 dimensions. Du coup, si ça c'est 2 fois plus grand, c'est 2 fois plus grand, et 2 fois plus grand, et 2 fois plus grand. Et un volume, vous savez, parce que vous en calculez à l'école souvent des volumes. Par exemple, le volume d'un pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Vous savez que vous multipliez les 3 dimensions. Pour un cylindre, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'air du disque, il faut mettre là-dedans pi, le rayon au carré, tout ça. Et donc, si on multiplie les 3, 2 fois 2 fois 2, ça fait pas 6. Hein. Le premier qui me dit 6, je l'assomme. 2 fois 2 fois 2, 8. Et voilà. Et ça c'est chouette en maths, j'ai pas besoin de faire l'expérience.
pour savoir qu'il faudrait 8 petits Nesquik pour remplir mon bocal de fromage blanc. Je peux le déterminer à l'avance, juste en réfléchissant. Et une fois que je l'ai fait, j'en suis sûre, parce que la démonstration me l'a donné. Si je le faisais, alors en classe, je le montre aux élèves, hein, je remplis avec de l'eau, on voit que ça fait 8. Mais la question que je leur pose après, c'est ok, mais si je vous trouve 2 autres contenants 2 fois plus grands l'un que l'autre, enfin plus grand, plus petit, est-ce que c'est sûr que ça va faire 8? On ne sait pas. À tes souhaits. C'est pas un exemple qui va donner une généralité. Et ça, c'est un pouvoir des maths, c'est le fait d'être sûr. Et moi, je vous engage, dans notre environnement en ce moment, avec toutes les informations, les informations qu'on nous déverse, à toujours vous poser la question, est-ce que c'est sûr? Est-ce que je ne suis pas en train de croire quelque chose qui est qu'un exemple, ou peut-être un faux exemple? Est-ce que moi je suis vraiment convaincue? Et si je suis vraiment convaincue, je le suis comment? Par mes émotions ou par ma réflexion? Il faut que vous réfléchissiez. Réfléchissez tout le temps. N'arrêtez jamais de réfléchir. Si on arrête de réfléchir, il se passe n'importe quoi. Alors, vous voyez, je vois des maths partout. Des petites fleurs dans mon jardin au train et puis à des trucs bizarres accrochés dans des halls. J'en vois vraiment partout. Ce qui me ramène à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors j'aurais pu vous parler de mathématiques et cuisine, c'est souvent très populaire, mais comme j'aurais rien eu à vous donner à manger après, vous seriez sortis très frustrés. Mais en tout cas, mathématiques et cuisine, il y a plein de choses à faire aussi. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous remercie, en plus, vous avez bien participé, bravo. Et surtout, n'oubliez pas que les mathématiques, c'est fait absolument pour tout le monde, et pas que pour les garçons. D'accord ? Merci beaucoup. C'était passionnant. Alors, est-ce qu'il y a on a un petit peu de temps pour des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Une question? Il coûte combien son livre? Combien coûte le livre? J'en sais rien. 16,90 €. C'est pas moi qui ai décidé. Hein. Vous pouvez l'acheter à plusieurs et le partager. Il est très joli. Franchement, si vous voulez faire un cadeau de fin d'année à un prof, en principe, de matin. Faites. Non, je retire. Si vous voulez faire un cadeau de fin d'année à un prof, pas de maths, eh ben c'est super. Parce que le prof de maths, je sais pas s'il va apprendre grand-chose. Un prof d'autre chose, bah, peut-être que ça l'attirera vers les maths. Mon but, c'est ça. C'est de montrer que les maths, elles sont chouettes, elles sont jolies, elles sont partout, qu'on en a besoin et que c'est à votre portée. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Il y a quoi? Je sais pas, j'ai pas fait l'illustration. Je sais pas si la personne qui l'a faite s'est inspirée de ma tête ou pas. Je ne sais pas. Alors moi j'aurais une question. Comment on fait pour voir des maths dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a une méthode pour exercer son regard pour développer son regard mathématique? Voilà. Bah, déjà, il y a une méthode à transmettre aux enfants dès qu'ils sont jeunes, à l'école en particulier. Donc je vais beaucoup organiser des événements mathématiques. C'est de venir ici, par exemple, et de se rendre compte que les maths, c'est aussi très rigolo, parce qu'en fait, on ne peut avoir envie de voir des maths partout que si elles nous amusent et elles nous intriguent. Donc il faut développer la curiosité. Et puis un bon moyen, je trouve, c'est de faire des balades mathématiques. Donc moi, j'emmène souvent mes élèves en balade mathématique. Au lieu d'aller en classe, on va dehors. Et on va parfois que dans la cour, mais parfois dans le quartier. On cherche des maths partout, on en trouve partout, et ensuite on en fait des problèmes et on les résout. Et ça marche très très bien pour développer le regard mathématique, puisque mes élèves me ramènent beaucoup de photos qu'on travaille en classe. Alors, il y a une dame qui a une question ici. Ah bah je l'entends pas la dame, c'est dommage. Ah. Vous enseignez quelle classe, s'il vous plaît? Alors actuellement, j'enseigne de la 6e à la 3e, Okay. Mais j'ai enseigné à peu près partout où on peut enseigner. Oui, parce que moi je pense que le problème se pose beaucoup plus au niveau de l'école primaire. Parce que les maîtres et les maîtresses, c'est pas spécialement des gens matheux. oui, et c'est quelqu'un qui fait une licence d'histoire qui se trouve instit.
Oui, mais ils ont été quand même formés en mathématiques. Oui. En tout cas, moi, C'est très difficile. Je suis dans les écoles toutes les semaines et les collègues dans les classes desquelles je vais font de très belles mathématiques. Mais après, voilà, je vais dans les classes de collègues qui m'accueillent. Ah, bon. Bah, merci encore à Claire Lomé pour ce très bel exposé. Je vais pas y toucher parce que merci à la bêtise.